Oui, Paul. Les 12 et 13 décembre, les Russes ont lancé 495 missiles et drones contre l'Ukraine. Et Zelensky a indiqué qu'il avait eu une réunion en Europe avec le chancelier allemand. Il a déclaré qu'aucune centrale électrique ukrainienne n'avait été épargnée par la Russie. Il semble que la Russie intensifie ses frappes contre l'Ukraine pour exercer une pression maximale. Penses-tu que cela fasse partie d'un plan visant à faire pression sur Zelensky ou que la Russie soit en train de modifier sa stratégie en Ukraine? Eh bien, je ne saurais le dire. Cela peut simplement être dû aux récentes frappes ukrainiennes sur l'ensemble du territoire russe, y compris à Moscou. D'après les rapports russes, il s'agissait d'une frappe massive, mais elle n'a causé aucun dégât. Pourquoi? Je ne sais pas si les Russes l'ont contenue et ont abattu les missiles, mais il y a bien eu une attaque de grande ampleur de l'Ukraine contre la Russie. Cela peut donc simplement être une réponse. Vous savez, jusqu'à présent, vu la manière dont Poutine a malmené cette guerre, tout ce que fait la Russie est une réaction à une initiative de l'autre camp. Toutes ces attaques sont une réponse à quelque chose que fait l'Ukraine. Comme nous l'avons déjà évoqué, Poutine n'a jamais abordé ce conflit avec l'intention de le terminer rapidement, ce qui aurait pourtant pu être fait très facilement dès le tout début. Il n'a pas paralysé l'Ukraine en mettant hors service tout le réseau électrique, ni en fermant toutes les voies ferrées et maritimes d'accès au pays. Ce sont pourtant des mesures élémentaires que l'on prend en temps de guerre lorsqu'on en a les moyens, ce que la Russie possède assurément. Et ils ne l'ont pas fait. Rien n'a été entrepris pour empêcher l'Ukraine d'acheminer des systèmes d'armes et des troupes vers les lignes de front. Rien n'a été fait pour neutraliser le gouvernement à Kiev. La Russie n'a jamais rien fait pour empêcher Kiev de poursuivre la guerre. C'est cela que je trouve inexplicable. Je n'accepte pas l'excuse officielle avancée par la Russie pour Poutine, qui ne voulait pas trop blesser nos frères ukrainiens. Et parce qu'il a fini par vider le pays de sa population. Les hommes ukrainiens qui n'ont pas été tués sur le champ de bataille ont fui le pays. Il ne reste aujourd'hui que 19 millions de personnes en Ukraine. C'est une diminution extraordinaire de la population d'un pays. Je ne peux donc pas accepter les excuses de Poutine ni les justifications concernant la manière dont cette guerre a été menée. Et je n'accorde aucune signification particulière à la récente attaque russe contre le réseau électrique ukrainien. Il est très probable qu'elle ait été menée en réponse à l'attaque ukrainienne contre la Russie. Il se trouve simplement que de manière générale, les attaques de la Russie contre l'Ukraine sont plus efficaces que celles de l'Ukraine contre la Russie. Penses-tu que l'Europe sera capable d'intégrer l'Ukraine d'ici 2027? Parce qu'ils ont dit vouloir admettre l'Ukraine dans l'Union européenne d'ici là. Je ne sais pas. Comment vois-tu la situation économique en Europe? Et à quel point cela serait-il dévastateur pour l'Europe? L'Europe fait déjà face à de nombreux défis, à beaucoup de problèmes. Je ne suis pas sûr que l'Union européenne existera encore en 2027. Elle se fracture. Elle ne respecte pas ses propres lois. Vous savez, les pays membres disposent d'un droit de veto, mais les responsables non élus qui dirigent l'Union européenne disent « Non, vous ne l'avez pas » ou « Nous n'y prêtons pas attention ». Les pays qui avaient annoncé qu'ils opposeraient leur veto à la saisie des avoirs russes gelés se sont vus répondre « Nous vous ignorons. Nous ferons ce que nous voulons ». En ce moment, il y a un conflit entre l'Italie et l'Union européenne au sujet de la propriété des réserves d'or italiennes. L'Italie affirme « Nous possédons les réserves d'or » et l'Union européenne répond « Non, c'est nous qui les possédons, car vous n'avez même plus votre propre monnaie ».
La lire italienne a disparu depuis longtemps. Vous utilisez l'euro. C'est une monnaie de l'Union member. Vous n'avez pas de devise qui nécessite une couverture ou des réserves. À quoi servent les réserves d'or? Vous n'avez même pas de monnaie à adosser à cet or. L'or appartient à l'Union européenne. Vous voyez donc qu'il est clair que l'Italie n'est pas à l'aise avec cette situation, ce qui montre qu'elle n'est pas à l'aise avec le fait de ne pas avoir sa propre monnaie. Elle n'est pas à l'aise avec l'euro car elle n'a aucun contrôle sur la politique monétaire. Elle a appris, comme la Grèce l'a appris, qu'elle ne peut pas imprimer de l'argent pour racheter ses obligations. Ainsi, lorsqu'elle émet des obligations, celles-ci ne peuvent être remboursées qu'en euros. Mais si elle ne dispose pas des recettes en devises étrangères qui lui fournissent des euros, elle ne peut pas rembourser les obligations. Et alors, les banques allemandes et néerlandaises peuvent en profiter au maximum. Exactement comme ils l'ont fait avec la Grèce. Ils peuvent venir et dire « Hey, vous devez vendre toutes vos ressources nationales pour pouvoir nous payer. Vous devez fermer les services d'éducation et de santé, couper ici et là, afin d'avoir de l'argent dans le budget pour nous payer et rembourser vos obligations. » Voilà la situation. Et j'ai été stupéfait que les pays européens aient été assez stupides pour accepter un tel arrangement où ils ont perdu leur souveraineté. Si vous n'avez pas votre propre monnaie, vous n'avez aucune souveraineté. Aucune. Et nous l'avons vu. Ils l'ont prouvé. Et vous comprenez, la Grèce a été pillée par l'Union européenne, le Portugal et l'Espagne aussi. Alors, pourquoi quelqu'un voudrait-il se retrouver dans une telle situation? Et maintenant, surtout lorsque tous les droits légaux que vous étiez censés encore avoir, comme le droit de veto, les voyous actuels de l'UMR disent non, vous n'avez pas ces droits, ou, dans ce cas particulier, vous ne les avez pas. Vous ne pouvez pas opposer votre veto au vol de l'argent russe par l'UMR. Et pour me répéter, nous voyons maintenant le conflit entre l'Italie et l'UMR à propos de la propriété de l'or italien. Alors, quel est le but de l'UE? À quoi sert-elle? Elle engendre de plus en plus de conflits entre ses membres. Et nous avons vu l'UMR tenter de sanctionner ses propres membres, comme la Hongrie, qui refuse de suivre toute la ligne anti-russe. Si j'étais la Hongrie, je ferais pareil. Ils sont juste à côté. La Russie est juste à côté d'eux, vous savez. Alors, je pense qu'en 2027, l'Union européenne sera plus fragmentée, moins une entité cohérente. Et je pense, et peut-être l'ai-je déjà dit en te parlant, que la raison pour laquelle l'UE exagère la menace russe inexistante, c'est pour maintenir sa cohésion. Ils disent, regardez, nous devons rester unis parce que nous avons ce grand ennemi là-bas, la Russie. Dès qu'ils auront avalé l'Ukraine, ils nous avaleront à leur tour. Nous devons être unis pour pouvoir résister. Je pense donc que c'est pour cela que l'Europe persiste à entretenir l'idée d'un ennemi russe, tandis que Trump essaie de s'en débarrasser, car ça dépasse toute portée réaliste de l'hégémonie américaine. Et Trump dit, eh bien, nous restons hégémoniques, mais dans notre propre sphère d'influence. Paul, l'un des plus grands problèmes concernant l'Ukraine et sa coopération avec les Européens est la présence des services de renseignement britanniques, en particulier à Odessa et à Nikolaïev. Ces villes sont très importantes pour les Russes. Le chef du MI6 a déclaré qu'il ne quitterait pas l'Ukraine, qu'il ne l'abandonnerait pas. Quoi qu'il arrive, quel que soit l'accord ou le règlement, ils resteront là à coopérer avec les Ukrainiens. Penses-tu que l'administration Trump aurait une quelconque influence sur le gouvernement britannique pour le faire changer d'avis à propos de l'Ukraine? Parce que s'ils veulent trouver une solution durable pour l'Ukraine, il ne faut pas qu'un service de renseignement opère à Odessa, surtout à Odessa, qui est si importante.
contre les Russes. Cela provoquerait encore et encore, peut-être des attaques, du chaos, et pourrait mener à de nouvelles guerres. Comment voyez-vous cela du côté du gouvernement américain, de l'administration Trump? Y a-t-il une quelconque influence ou une forme de pression exercée sur le gouvernement britannique, sur les services de renseignement britanniques? Oui, je vais te le dire. Oui, il le pourrait. Mais en réalité, c'est un problème pour Poutine, pas pour Trump. Si Poutine parvient à un accord, il s'attendra à ce que l'Ukraine soit démilitarisée. Alors, à quoi bon avoir le MI6 britannique sur place, opérant contre la Russie? C'est entre les mains de Poutine. Il dira soit, eh bien, si cela continue, il n'y aura pas d'accord, et nous prendrons simplement le reste du pays. Les services de renseignement britanniques ne peuvent rien y faire. À l'époque soviétique, le gouvernement soviétique aurait simplement fait assassiner par le KGB tous les membres du renseignement britannique en Ukraine. Ils auraient été tués, tout simplement. Poutine pourrait certainement faire cela, mais ce n'est pas dans sa nature. Je ne pense pas qu'il le ferait. Je pense qu'il dirait simplement, eh bien, vous rompez l'accord. Alors, êtes-vous prêt à la reprise du conflit militaire? Alors, de quoi voudriez-vous parler? Les États-Unis pourraient-ils faire quelque chose? Eh bien, souvenez-vous, un seul homme, George Soros, a réussi à faire chuter la livre sterling. Il a submergé la Banque d'Angleterre. Selon certains théoriciens du complot, il aurait été le bras armé des Rothschild, qui soi-disant contrôlent le monde. Soros a fait tomber la Banque d'Angleterre et la livre anglaise. C'est ainsi qu'il est devenu multimilliardaire. Maintenant, si un seul homme peut détruire la capacité de la Banque d'Angleterre à protéger la monnaie britannique contre la dévaluation, tout en amassant une immense fortune en pariant à la baisse, il est facile de bousculer les Britanniques. Très facile. Il y a toutes sortes de choses que l'administration Trump pourrait faire. Mais je ne pense pas que Trump considère cela comme son affaire. Il veut s'en retirer. Il comprend que les États-Unis ne peuvent pas gérer avec succès tous ces conflits avec des pays aussi puissants, voire plus puissants qu'eux. C'est impossible, et le peuple américain, ses partisans, ne le souhaitent pas. Alors, va-t-il le faire? C'est notre seul espoir de voir Trump se libérer de l'influence de Netanyahou. Le seul espoir, c'est que les Américains en aient assez du contrôle exercé par Israël. Non seulement sur notre politique étrangère, mais aussi sur nos politiques intérieures, les médias, Wall Street, l'éducation et le divertissement, le cinéma. Ils en ont assez. Cela pourrait donc pousser Trump à réaffirmer l'indépendance américaine vis-à-vis d'Israël. Il me semble que c'est là le véritable problème auquel Trump est confronté. Peut-il représenter à la fois l'Amérique et Israël, alors qu'Israël nous utilise pour ses guerres? Qu'il utilise nos lois contre les Américains pour empêcher toute critique d'Israël?